Les arbres de décision sont des modèles d'apprentissage supervisés non linéaires qui sont faciles à interpréter et faciles à mettre en œuvre. Mais le plus gros inconvénient des arbres de décision, c'est qu'ils ont tendance à surapprendre. En gros, c'est très instable. Lorsqu'on fait un modèle d'arbre sur une base d'apprentissage, les performances dans la base de test sont souvent médiocres. Lorsque vous mettez en place un arbre de décision sur une base d'apprentissage, vous allez vous rendre compte qu'en général, sur une base de données indépendante, les performances sont souvent moyennes. C'est la raison pour laquelle on dit que les arbres de décision sont des règles faibles. Mais par contre, il est démontré mathématiquement que si vous agrégez plusieurs arbres de décision développés sur des bases de données indépendantes, vous pouvez avoir des règles de décision, des modèles qui sont robustes. C'est ce qu'on appelle les forêts aléatoires. Et dans cette vidéo, on verra ensemble l'intuition derrière les forêts aléatoires. On verra ensemble une première idée de comment est-ce qu'on construit les forêts aléatoires en général. Je vous laisse avec la présentation et on se retrouve juste à la fin. En machine learning, lorsqu'on parle de forêts aléatoires ou encore random forest, on parle de quoi concrètement? En fait, remarquez bien qu'il y a deux mots ici. Il y a random qui veut dire aléatoire, forest qui veut dire forêt. Et en général, en pratique, dans une forêt, on a plusieurs arbres en fait. Dans une forêt, on a beaucoup d'arbres. Donc la forêt aléatoire, c'est tout simplement un modèle de machine learning qui est basé sur un ensemble d'arbres de décision qui sont souvent générés sur des échantillons aléatoires. Donc, méthode d'apprentissage automatique basée sur un ensemble d'arbres de décision. Chaque arbre est construit sur un sous-échantillon de données d'entraînement aléatoire. Donc, forêt aléatoire, on a dans la forêt plusieurs arbres. Les jeux de données sont tirés de façon aléatoire. C'est comme ça que vous devez retenir forêt aléatoire. On a la forêt, il y a plusieurs arbres. En général, pour construire chaque arbre, parce que pour que l'arbre pousse, on utilise des graines ou bien les données de façon aléatoire. C'est ça la forêt aléatoire. En général, dans la forêt aléatoire, on va aller prendre chaque arbre qui constitue la forêt. On va faire des prédictions et ensuite, la prédiction finale, ce sera soit le vote à la majorité de chaque arbre constituant la forêt ou encore la moyenne des prédictions de chaque arbre constituant la forêt. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un ensemble d'arbres de décision. Concrètement, comment est-ce qu'on construit les forêts aléatoires dans la pratique? En fait, ça se fait en 3 grandes étapes. Première étape va consister à faire un échantillonnage aléatoire. J'insiste bien sur le mot aléatoire, avec remplacement ou encore avec remise des données d'entraînement. En gros, vous avez une base de données comme ça. Supposons que c'est votre base d'apprentissage, une base complète avec les individus ici, avec les exemples et les attributs, c'est-à-dire les variables. Première étape de la forêt aléatoire, on va constituer plusieurs échantillons avec remise. C'est ça ici. Donc, je constitue premier échantillon, par exemple, il y aura l'observation 10 qui est là, 42, 37. Je tire aléatoirement des observations dans mon base de données d'apprentissage. Ça constitue le premier échantillon. Ensuite, je génère aléatoirement avec remise un deuxième échantillon. En gros, dans le premier échantillon et le deuxième, on peut avoir des individus communs. C'est tiré avec remise. Par exemple, ici, dans le premier échantillon, j'ai l'individu 10. Dans le deuxième, j'ai aussi le 10. J'ai 20. Donc, on commence donc par générer plusieurs échantillons. Ici, j'en ai tiré K, par exemple. 1, 2, 3 K. À partir de ces données, je tire aléatoirement des échantillons. Là, les numéros qui sont là sont les individus. Une fois que j'ai généré aléatoirement mes échantillons, la deuxième étape de la forêt aléatoire va consister à construire un arbre de décision sur chaque échantillon. Vous voyez ici, on avait un échantillon. Donc, prochaine étape, on va prendre chaque échantillon que vous voyez là. On va construire un arbre spécifique. Premier échantillon, on construit l'arbre de décision que vous voyez ici. On fait les prédictions comme vous le connaissez. On a déjà parlé de la prédiction sur un arbre de décision. Deuxième échantillon, on fait la même chose. Troisième échantillon, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Bref, jusqu'à N, on construit comme ça tous les arbres de décision sur l'ensemble des échantillons qui sont là. Donc, on aura tous les arbres de décision sur les K échantillons. On aura K arbres. Une fois qu'on a généré ces K arbres, la dernière étape de la forêt aléatoire va consister à agréger les prédictions de chaque arbre. Par exemple, ici, premier arbre fait prédit 1, deuxième prédit 2, troisième prédit 1, quatrième prédit 2. On va faire un vote à la majorité pour pouvoir avoir la prédiction de notre forêt. Parce que ça constitue la forêt aléatoire. Plusieurs arbres, on fait un vote à la majorité. On est en classification, c'est-à-dire chaque arbre donne une prédiction. Ensuite, on fait un vote à la majorité pour avoir la prédiction finale. Si on est en régression, chaque arbre donne une valeur précise de prédiction. Par exemple, un salaire 20 000, 30 000, 40 000, 2 000. Bref, chaque arbre donne son salaire. Le salaire final prédit par la forêt aléatoire sera la moyenne des salaires
prédites par chaque arbre de décision. C'est comme ça que fonctionnent des forêts aléatoires. Et en général, en pratique, lorsqu'on veut mettre en place justement ces forêts aléatoires, il faut faire attention à bien sélectionner combien d'arbres de décision je vais entraîner. En général, c'est recommandé d'avoir des arbres de décision qui sont indépendants. Et pour ça, il ne faut pas qu'on ait exactement les mêmes variables. Par exemple, ici, on avait 4 individus au départ. Il ne faut pas que chaque arbre de décision se ressemble, sinon la forêt aléatoire n'est pas pertinente. En général, il est recommandé d'avoir des arbres qui sont les plus indépendants. C'est pour ça que les jeux de données sont tirés de façon indépendante. Il faut également que les variables qui sont utilisées pour construire chaque arbre soient différentes. Si on a n variables au départ, on ne va pas mettre tous les n variables dans la forêt aléatoire, sinon ce ne sera pas pertinent. On va prendre justement le fait que chaque arbre de décision indépendant, c'est une règle faible. On va agréger pour avoir la règle forte qui est la forêt aléatoire. Comme avantage déjà de la forêt aléatoire, c'est ici que j'ai mentionné. Ici, vous voyez, on a la base de données initiale, on divise en plusieurs échantillons, on fait plusieurs arbres et le résultat final, c'est la forêt aléatoire. Maintenant, comme avantage déjà, c'est que c'est assez robuste aux données manquantes. Ça a la capacité de gérer une grande dimension de variables et de données et ça évite le surajustement des arbres de décision qu'on a vus ensemble en utilisant des techniques de sous-échantillonnage et de sélection de variables. Donc, on sélectionne des variables pour pouvoir faire chaque arbre de décision indépendant et ensuite, on fait la vote à la majorité ou la moyenne sur chaque arbre pour avoir nos prédictions. Les échantillons sont aléatoires, indépendants pour pouvoir voir un arbre de décision robuste. Pour terminer, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'un modèle de forêt aléatoire, c'est une agrégation de plusieurs arbres de décision développés sur des échantillons indépendants idéalement. Et en général, pour pouvoir faire la prédiction, on va faire la prédiction sur chaque arbre indépendant. Ensuite, faire un vote à la majorité si on est en classification et une moyenne si on est en régression, la moyenne des prédictions des différents arbres. Ce qui est important lorsqu'on veut mettre en place la forêt aléatoire, c'est déjà 1, le nombre d'arbres de décision à mettre en œuvre, 2, le nombre de variables à introduire dans la forêt aléatoire. On va approfondir tous ces concepts dans la vidéo de demain. Je vais vous montrer comment choisir le nombre d'arbres, comment choisir le nombre de variables, comment est-ce qu'on évalue les performances d'une forêt aléatoire. Tout ça, on en parle demain. En attendant, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.